Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Le Doc Mayou et José, libre et sans tabou, à la mi-avril. C'est ça qu'on se dit tantôt, déjà on est rendu le 14 avril. Presque l'ami. Exact. Bienvenue, chers abonnés. Joignez-vous. Oui, vous êtes les bienvenus. Dès que vous arrivez, vous faites déjà réserver votre privilège de parole en levant la main, quel que soit le sujet. Et pendant que vous êtes en train de vous connecter, vraiment, j'aimerais une fois de plus remercier ceux qui sont abonnés au coup de gueule du matin, au meeting, au 9h30. C'est vraiment rendu le fun. Vos interactions, les questions sondages qui nous réservent beaucoup de surprises, comme ce matin. Donc, merci beaucoup à tous. Il y a des nouvelles qui s'en viennent. On n'en dit pas plus. Moi, j'ai tout hâte d'annoncer des affaires. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, je vois qu'on a certaines personnes qui sont connectées. La place est libre, mesdames, messieurs. Alors, si vous levez la main, vous allez avoir l'occasion de pouvoir passer. Comme Patrick, qui vient de lever sa main. Bonjour, Patrick. Bonjour. Patrick. C'est sujet libre, donc on peut parler de n'importe quoi? Oui. Bon, j'ai deux petites choses pour vous, M. Mayou. Deux petits sujets vite. Le premier, connaissez-vous Julien Bigras, le psychiatre? Julien Bigras. Oui. Il est décédé, ça fait un bout. Il a écrit beaucoup de livres. C'est le père. Est-ce que c'est le père de Dan Bigras? Ben oui, je voulais savoir si vous étiez au courant qu'il était le père de Dan Bigras. Parce Oui. qu'il a parlé à plusieurs reprises de beaucoup de difficultés familiales, que c'était très tendu chez eux, puis tout ça. Je pense que vous avez déjà parlé qu'une personne qui avait, mettons, comme parent, un père qui est policier, qui a été maltraité, battu, n'importe quoi, il est possible que tous les policiers y émettent un peu dans le même bain. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça lorsque vous êtes passé à Tout le monde en parle, mais... Je ne l'étais pas avant. J'ai été informé de ça après. Ah oui? Ah oui, okay. Après mon passage à Tout le monde en parle en 2000, septembre 2005. 2005, me semble. Oui, 2005. Okay. J'ai eu toutes sortes d'informations et je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'avait dit que le psychiatre en question s'était suicidé par arme à feu sur le balcon de son ex. Je ne sais pas s'il s'est suicidé, mais je sais qu'il y a eu une fin de vie très difficile, entre autres notamment par la mort de son frère, de son fils, excusez. Le frère de Dan Bigras est mort. Je ne me souviens pas si lui s'est suicidé ou c'est par overdose, mais ce n'est pas une belle mort. Là. C'est une mort. Il faudrait vérifier. Écoutez, Dan Bigras, c'est pas. Je l'appelle le chanteux, ce n'est pas sans raison. Bon. L'autre affaire, je voulais faire une correction parce que ça fait plusieurs fois que vous parlez du dossier Simon Marchal. Oui. Et il y a des choses qui sont peut-être à préciser dans le cas du dossier de Simon Marchal. Entre autres, j'avais entendu une entrevue qui avait été faite entre la victime de Simon Marchal et André Arthur au moment où il était au FM 93. Si on se remet un petit peu dans le contexte, la victime, avec une de ses amies, s'était retrouvée dans la cage d'ascenseur de Place Laurier, où est-ce que la personne, l'agresseur, s'est pointé avec un couteau à la gorge d'une des deux victimes et lui a forcé de faire une fellation pendant que l'autre amie était là et assistait à la scène. Quand c'était terminé, bien sûr, ils ont porté plainte à la police. Quelques mois ou peut-être années plus tard, il y a quelqu'un qui a levé la main et dit « C'est moi qui ai fait de l'agression, c'était Simon Marchal ». Là où il y a une précision à faire, c'est que les victimes ont regardé la photo, mais ils ont fait « Non, ils sont malades, c'est pas lui pendant tout ». Ils sont deux personnes à l'avoir vu. Ils ont communiqué avec les policiers. Les policiers ont dit « Ben oui, c'est lui. Il a dit que c'était lui ». Les victimes disent « Ben, hey, on l'a vu, c'est pas lui ». Et à la fin, ils se sont battus avec les policiers pour dire c'est pas lui, on le sait que c'est pas lui. À la fin, les policiers ne retournaient plus les appels des victimes et ont procédé quand même à l'arrestation et à la condamnation de Simon Marchal. Donc, quand on parle d'erreur judiciaire, l'erreur, c'est pas passé au palais de justice. Bon. Et ça, je sais pas. Oui. Simon Marchal a été évalué par deux éminents psychiatres de la Ville de Québec pour comprendre son geste. Jusqu'à temps qu'il soit acquitté, Simon Marchal, par une preuve d'ADN. Ce n'était pas son sperme qu'on a retrouvé sur l'une des victimes. Non, ce n'était pas son sperme, mais ce qui était spécifié, puis qui n'est peut-être pas su de tout le monde qui écoute, c'est que c'est les policières qui ne retournaient même plus les appels. Quand je dis policière, c'est que la dernière communication qu'ils ont eu entre les victimes et les policiers, c'était une policière qui ne retournait plus les appels. Eux autres, ils ont dit on a un coupable, on ferme le dossier. Oui, même si tu ne suis pas lui, terminé. Et Simon Marchal s'est dénoncé. Oui.
et a raconté l'histoire. On l'appelait le violeur de Sainte-Foy. Oui. Il a raconté une histoire, mais c'était une histoire malheureusement rétrospective qu'il avait entendue à la télé. Mais pourquoi lui, il avait fait ça? Ben, je pense qu'il n'avait pas toute sa tête, là. Non, ça, je comprends, mais ça va. Je veux le comprendre, ça. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à s'auto-dénoncer? Il a été évalué, il a été dûment évalué par 2 éminents psychiatres de la Ville de Québec. Et le résultat en a été Qui ont expliqué, qui ont fourni une explication de son état et de son geste. Le problème, c'était pas lui. OK, les psychiatres corroboraient l'histoire des policiers, c'est ça? Oui, deux éminents de la Ville. En plus de 2 victimes qui disaient, écoute, c'est pas lui, on l'a vu, on le sait que c'est pas lui. Puis les policières, ben, c'est pas grave. Nous autres, on a quelqu'un, on peut fermer le dossier. J'ai lu les rapports. J'ai lu les rapports psychiatriques. C'est pas chic. Au niveau des policiers, c'est pas chic, là. Ben de oui, c'est-tu hier que vous vous êtes posé la question par rapport au désarmement des policiers? Vous avez dit il y a beaucoup de gars que ça. Ça se peut-tu que les gars, ça les fait chier de voir que les policiers peuvent se promener avec des armes, puis eux autres non? Puis qu'ils disent, on vous toi, tu l'as pas. Moi, je peux pas l'avoir, toi, tu l'auras pas. Je suis content de voir une mairesse. Ça pourrait être une hypothèse explicative pour un certain pourcentage. Ça pourrait. Bon, ben merci. Je vous laisse la place aux autres. Merci, Patrick. Parfait. Bye, Merci, Patrick. bonjour. Bienvenue en ville. Je vais le développer, ça. Exemple, moi, vu que je n'ai pas le droit de porter un arme, ben, je serais contre le fait que des policiers portent un arme. C'est ça? Dans la tête de plusieurs Canadiens français, oui. Et dans la tête de d'autres, c'est bon. C'est spécial, pareil, l'humain, hein? Okay. Il y a beaucoup de crottés qui n'aiment pas que les policiers soient armés. On les comprend. Ouais, ça, je comprends. Mais oui, les autres veulent vivre en sécurité dans leur ville, surtout à Montréal, me semble. Et messieurs, compte tenu du fait que les trafiquants de drogue sont tous armés, vous auriez avantage à accepter et encourager des armes efficaces chez vos policiers. Petit conseil que je vous donne en passant, la dope a changé la donne. Pour ceux qui n'ont pas compris, la dope a changé la donne depuis 15 ans au Québec. Il y a de la dope en s'il vous plaît. Ça change la donne pour mon travail, mais ça change la donne pour le travail des policiers aussi. Ils sont dangereux, les sacrements de vendeurs de drogue. On m'a dit qu'à partir de 2 000 $ par semaine de revenus, ils ont tous un gun. C'est ce qu'on m'a dit. Corrigez-moi. Les petits trafiquants, 2 000 et moins de revenus par semaine, ils n'ont pas de gun. Mais les autres, oui. Ben, 5 000 dans ses poches en billets de vin. On est-tu capable de comprendre qu'ils se connaissent tous? Ça, j'aimerais ça qu'elle lève la main à Kat. Elle dit « J'ai suggéré fortement à mon conjoint de s'armer. Avec la folie pandémique, je me sentirais plus en sécurité. » Madame, d'abord, comptez sur soi. Pourquoi vous réclamez ça de votre conjoint? L'empowerment, est-ce que ça vous dit quelque chose? La prise de pouvoir. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous chercher un permis de port d'armes? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller suivre un cours d'acquisition et ensuite un permis de possession? Permis de le porter, c'est peut-être un peu plus difficile. Vous suivez un cours et après ça, vous achetez un gun. Ici, là, c'est drôle qu'on parle de ça. Parce que ici, là, je suis à Myrtle Beach présentement. Là, on se promène, là. Puis, tu sais, il y a plein de places, des villes côtières, touristiques un petit peu, toutes beaux, avec les belles galeries blanches, tu sais, comme à Ocean Isle, ceux qui connaissent ça. Puis là, tu as des beaux bâtiments, guns. Tu sais, ici, là,
c'est comme juste normal. C'est comme Levi's, c'est comme Adidas, Guns. Les gens s'achètent. Ils ont plein de places pour s'acheter des armes partout. C'est spécial. On n'est pas habitué à ça, nous autres. C'est épouvantable, José! Non, je C'est n'ai pas dit que c'est épouvantable! épouvantable. Je vous dis qu'on n'est pas habitué à ça. C'est frappant, là. C'est... ouais. Hey, ceux qui sont en faveur du désarmement de la population, faites-vous aller, appelez-nous. Vous êtes les bienvenus, on va vous écouter. N'importe quoi. Gênez-vous pas, il n'y a jamais personne qui a appelé là-dessus. Contrôle des armes à feu qui vise à désarmer la collectivité. Faites-vous aller. C'est le temps, non? Vous avez une tribune et quelqu'un pour vous écouter. Alors, nous avons Anonyme qui a levé sa main. Après ça, il y a de la place pour vous autres. Bonjour, Anonyme. Oui, allô? Monsieur Alexis. Ouais. OK. Doc, on s'est parlé lundi. Oui. Puis, ben, vous m'avez demandé de réfléchir sur les hommes autour. Ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai pris des notes parce que j'ai réfléchi un peu à notre appel. Puis, ben, je me suis rendu compte que durant l'appel, vous m'avez demandé défendez-vous pour une fois. Vous m'avez dit ça. Je ne sais pas si vous en rappelez. Là. Ça se peut. Bon. Ben, quand vous m'avez dit ça, j'ai figé. Puis je ne me suis pas senti capable de réfléchir. Je ne me suis pas senti capable de répondre non plus. Puis c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans la vie. Puis normalement, quand ça arrive, si je n'ai pas une confiance absolument inébranlable dans ma défense possible, ce que je fais, c'est le silence ou la fuite. Puis je me suis rendu compte que ça commence avec mon père. Mais ça s'étend à pratiquement tous les hommes autour de moi. Puis j'inclus des amis de mon âge. Me faire parler comme on a parlé lundi, c'est ça que ça fait comme réaction. Puis j'ai de la difficulté à pousser ma réflexion plus loin que ça. On dirait que, je sais pas, c'est... Pourtant, normalement, je suis quelqu'un qui est quand même... c'est quand même fluide intellectuellement, disons. Là, mais là, ça... non, pas en tout. Parlez-nous du bonhomme. Ben, je pense que je m'en étais pas rendu compte, mais je pense qu'il me fait encore peur. Malgré ce que je vous ai dit, que je l'avais déjà, j'y ai donné une volée maintenant, puis tout ça, là. Mais je pense qu'il me fait encore peur. Mm-hmm. Ouais. De crisser une volée au bonhomme ne vous libère pas nécessairement de son emprise, de la crainte qu'il a instillée en vous. Non. Vous faites très bien de le dire. Puis je pense que c'est important de le dire. Là. J'y ai pas juste crissé une volée une fois, là. Plusieurs fois. Là. J'ai été capable de m'ostiner avec puis de fermer la gueule souvent. J'ai été capable d'aller à l'encontre de ce qu'il me disait effrontément dans sa face. J'ai été capable de le faire chier. Puis il savait, puis pas de problème. Tain, mon tabarnak, c'est de ça que je t'ai fait, puis t'es même pas capable de rien faire contre. Fuck you, esti. J'ai encore peur de lui malgré tout ça. Là. À partir de quel âge? Maintenant, on va remonter loin, très loin. À partir de quel âge, quoi? À partir de quel âge? Qu'il vous a intimidé, qu'il vous aurait intimidé et fait peur. Probablement autour de 4-5 ans, je dirais. Racontez. Ben, je comprenais pas trop, mais tu sais, je me faisais dire que j'étais pas bon, j'étais innocent, puis je mangeais des claques en arrière de la tête ou il arrivait, tu sais, puis moi je savais pas, là, mais tu sais, j'étais en train de faire une niaiserie, là, parce que, mettons, quand ils ont coulé du ciment, une petite place à la maison, puis moi, ben, j'étais en train de jouer là-dedans avec des outils, puis ben là, c'est parce que les outils sont beurrés de ciment, c'est. Regarde, go. Ben moi, la façon que j'ai su que c'était pas correct, c'est parce que j'étais penché, puis par en arrière de moi, j'ai commencé à manger des coups de pied de cap d'acier.
Pas d'avertissement, pas rien. Hey, mon tabarnak de ce colon de calice, ce style de restant de fond de couche, calice, qu'est-ce que tu fais à faire ça, tabarnak? Mais t'as-tu idée de comment ça coûte, ça, Chris? Puis, poigner des bâtons, puis moi, je savais pas. J'étais en train de faire de quoi de pas correct, puis c'est pas assez vite pour lui. Fait qu'il arrive à côté de moi, il pogne un bâton, puis il commence à me varger dessus, pareil comme si je serais un punching bag. Toi. Ça me manque tout le temps. Ouais. Il vous a Hey, pendant que je vous parle, brutalisé à partir de très tôt dans la vie. Ouais, pendant que je vous parle, je pense que je viens de constater quelque chose. Allez-y. Quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 7 ans et demi, 8 ans, là, mon père, c'était un alcoolique. Puis, aujourd'hui, là, encore, je suis pas capable de me coucher s'il y a quelqu'un qui est réveillé dans la maison. Fait que, mettons qu'on fait un party et qu'il y a du monde qui se réveille avant que tout le monde s'essaye de recoucher, là, moi, je dors pas. Je pense que je n'étais pas capable de me coucher tant que lui, il l'était pas, parce que je savais pas s'il allait rentrer dans ma chambre, mais sacrer une volée ou quoi de même. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait, mais je sais que j'avais peur qu'il le fasse en tout cas. Ouais. Je pense que j'avais pas mal plus peur de quand lui me sacrait des volées que quand ma mère, elle le faisait. Ma mère, elle l'a fait plus souvent, mais lui, ça me faisait plus peur. Ben oui. Sûrement plus mal aussi. Ben, Non, pas nécessairement. Là. Ma mère m'a pété des affaires. Lui, ça a fait des bleus, ça coupait, mais c'était pas autant que ça. Là, Alexis, ouais. un coup de pied avec des bottes à cap d'acier, ça fait autrement plus que les baguettes que votre mère vous cassait sur le dos. Non, ma mère, c'était pas des baguettes, elle me cassait des poêlons. Je sais pas comment, ça fait pas longtemps, elle avait encore des poêlons, elle me manquait des poignées parce qu'elle me les avait cassés sur le dos. Elle nous avait poignés par un bras. Moi, je me rappelle une fois, là, elle m'avait levé par un bras. Là, je pense que j'avais ça à peu près 5 ans, j'étais en maternelle. J'avais descendu à peu près. Il y avait 22 pieds de marche, là, puis elle m'a soigné en bas. J'ai descendu ça pour les débouler parce qu'elle voulait que j'aille ramasser mon bordel de jouets dans la cave. Le couple maudit. Des hosties de trou de cul. Ouais. Et encore une fois, on rappelle que c'est très contemporain. Vous avez juste 25 ans. Ouais. Fait que ce qu'on parle là, c'est entre 2000 et 2008, genre. Là. Et vous êtes combien d'enfants chez vous? 3. 3. Mais je suis seul que mon père il a frappé, par exemple. Pardon? Seul que mon père il a frappé. Avez-vous idée pourquoi? Ben, les autres, c'est deux filles plus jeunes. J'ai 2 sœurs plus jeunes. Il a crié après, en masse, mais il les a jamais frappés. Ma mère, elle les a frappés, mais moins que moi aussi, parce que ben là, c'est des filles, tu fais attention, moins fort, tu regardes dans mon empreinte, blablabla. Mm-hmm. Il n'a jamais frappé ma mère non plus, mais ma mère, elle y a vargé dessus en masse. Comment? Ma mère, elle y a vargé dessus. Là. Des fois, elle se fâchait, là, puis elle était là, puis elle piochait ses épaules dans le dos et donnait des claques dans la face, des affaires de même. Yeah boy! Mais lui, il faisait rien. C'était strictement rien. Aucune réponse physique. Il gueulait, puis c'est tout. Beaucoup de familles avec beaucoup de violence envers les tout-petits au Québec. Je répète, beaucoup de familles où il y a beaucoup de violence envers les tout-petits. 4, 5, 6 ans. Puis je dirais 3, 4, 5. Ouais, c'est mon impression, mais je n'étais pas sûr. Ah oui. Les bonnes femmes, les mères cruelles, généralement, commencent à frapper pas mal fort à 3 ans. Ouais, mais je sais que ma mère a commencé avant mon père, en tout cas. En tout cas, j'ai des souvenirs clairs de ma mère qui me fait avant que mon père ait commencé. Ah oui. Mais de toute façon, c'est culturel des tapes des fesses, ces petits-enfants. Le monde voit ça aller puis ils disent même pas rien. Ouais, ben, c'est normal au Québec. Tu dis que c'est culturel, là, nous autres, dans les parties de Noël, là, on pouvait être, mettons, 6-7, tous les petits cousins, là, on ne le savait pas, là, on était en train de faire une niaiserie. Là.
La personne qui nous pognait, là, elle nous faisait toute la gang. Fait que même si t'étais à quelque côté et t'étais pas au courant de ce qui se passait, si t'étais mangé une volée, mon tabarnak. Puis tu pouvais en avoir 3-4 qui te pognaient. Fait que les 3-4 adultes, ils faisaient sur tout le monde, chacun leur tour. Ouais. Dans quel coin de la tribu ça se passe Même place que tout le temps, Doc, en Estrie. en Estrie? Ah ouais. En Estrie profond ou Estrie pas trop loin de Sherbrooke? À 1 heure au sud, on était quasiment rendu sur la frontière. OK. Ah oui, ça vous apprendra à vivre dans un coin reculé. Ouais. Et quand je faisais sa job, là, plus jeune, là, s'il y avait un mononcle, un employé, n'importe quoi, là, des employés pas mal moins, par exemple. Il y en a rien que 2 que je me rappelle qui m'ont fait ça. Mais le restant de la famille, s'ils me pognaient à faire de quoi, que j'étais incompétent, whatever, là, j'étais du clac-clac à s'en venir en tabarnak. Le seul qui m'a jamais fait ça, c'est le père à mon père. Lui, il m'a jamais tué. Okay. Le grand-père paternel ne vous a jamais frappé. Ben, en fait, il n'y a aucun de mes grands-parents qui m'a jamais frappé. Puis il n'y a aucun de mes grands-parents qui m'a jamais crié après non plus. Ah, ouais. Par Ouais. contre, le reste de la tribu, ça frappait allègrement. Ouais. Mais, tu sais, moi, dans le temps, je pensais pas à ça tellement, là, mais à ce temps, je me rends compte que ça se passait en avant de mes grands-parents. Mes grands-parents ne disaient pas un crise de mot, ils ne faisaient rien. Quand ils trouvaient que c'était trop, là, ouais, je pense qu'il a compris. Hein. Ouais, je pense qu'il a compris. Certains tabarnak qui est rendu avec un œil au bord noir, il broille parce qu'il n'est pas capable de se tenir, c'est tellement qu'il a mal, le calice. T'attends pas de le dire avant, tu sais. J'en ai vu de mes cousins qui ont eu des parents bien pires que moi. Là. Est-ce que, à votre connaissance, est-ce que vos 2 parents ont été frappés par leurs parents? Ben, mon grand-père, puis tout le monde que je connais autour, tout le monde m'a confirmé à peu près la même histoire que mon père. Lui, il a eu des coups de pied au cul 2 fois. C'est tout. OK. Puis ma mère, par exemple, elle s'est fait battre en tabarnak. C'était calvaire, c'était pas drôle par mes grands-parents. Mais rien que ma grand-mère, en fait. C'est ce que tout le monde d'autre autour disait. Mon grand-père, lui, il criait même pas. Il faisait rien. OK. Votre mère était battue par sa mère. Ouais. Okay. Ça, je vais en profiter pour poser la question parce, oui, parce que moi qui n'ai pas dans le domaine, là, c'est très difficile à comprendre. Elle ne devait pas aimer ça, votre mère, se faire battre par sa mère. Il me semble que quand tu as des enfants, tu dis je veux pas reproduire ça. Là. Ben, elle nous le disait. Moi, là, j'ai été battu, c'est ça, là, puis c'est pas drôle, puis c'est pas correct, là. Fait que là, si arrête de me faire ça, là, tabarnak, je t'ai écœuré, là. Moi, tu me donnes pas le choix, mais j'aimerais ça avoir d'autres choses. Moi, je me rappelle, là, si elle me prenait sur ses genoux, là, avec les bras autour de moi, là, parce que là, je broyais parce que j'avais mal, j'étais plus capable de bouger parce qu'elle venait de me crisser une volée, là. Puis elle était là, mon petit homme, il faut que tu fasses attention, là, maman, là, elle n'a pas beaucoup de patience. Là, puis là, quand tu donnes pas le choix, maman, là, elle est obligée de faire ça, là, mais là, elle n'aime pas ça. Hein? Fait que là, tu vas aider maman, puis tu vas arrêter de faire ça, tu vas commencer à écouter, hein, s'il te plaît. Là. Puis elle me disait ça en me flattant les cheveux. Je te dis que moi, j'ai compris assez vite que quand on te dit je t'aime ou qu'on te donne des cadeaux, qu'on fait des affaires de même, c'est parce qu'il y a de quoi qui a été fait ou qui va s'en venir. Fait que moi, ça n'a pas été long. Il y a du monde qui me disait je t'aime ou je t'apprécie ou t'es bon. C'était fuck you, mon tabarnak. Je comprends. J'ai encore de la misère avec ça aujourd'hui. Moi, quelqu'un qui m'arrive avec un compliment par rapport à sa job, je le regarde, je fais un fuck you, je dis rien, puis je décalisse. Pas capable de le prendre. Pas capable. Mais je te le dis, Qu'est-ce qui s'est passé depuis lundi? Vous êtes en verve à matin? Ah. Vous êtes déchaîné? Où est passé votre silence? J'en ai plein de cul, Doc. J'en ai plein de cul, esti. Écœurés en tabarnak, calice. Eux autres, ils vivent, puis ils sont bien, puis ils dorment le soir, puis ils se pensent qu'ils n'ont rien fait de mal, les calices de ce petit chien sale de Christ. Puis moi, pendant ce temps-là, sacrément, je suis même pas capable d'avoir une vie normale à 25 ans, calvaire. J'ai même pas eu d'enfance, ni d'adolescence, esti. Puis le début de ma vie adulte, excusez-moi. Excusez, pas un petit moment. Ouais. De quoi vous vous excusez? J'essaye fort, mais... En fait, là, je vais vous le dire, Doc, là, je m'excuse parce que j'ai tout le temps dérangé parce que j'ai eu une émotion. Puis je suis un petit gars, fait que j'ai une crise de tapette parce que je broille tabarnak. C'est pour ça que je m'excuse, esti. Mais je suis tanné de ça et tout. Parce que moi, je ne considère pas qu'il y a un hostie de chat autour de moi
homme ou pas, qui t'a une crise de tapette parce qu'il braille, mais moi, par exemple, je me farge dessus comme ça n'a pas de crise de sang, juste pour ça. J'ai jamais ri de quelqu'un qui était gay pour fuck all. Mais moi, tabarnak, j'ai une peur bleue de me faire traiter de ça à cause de l'ostracisme qui venait avec ça quand j'étais à la petite école. Puis même entre amis, ça marchait de même, calvaire. Hey, c'est pas drôle, là, Chris. Là. C'est de style niaiserie, là, tabarnak. Là. C'est encouragé par les profs, en plus, ça, Chris m'a le dire, en esti. C'est-à-dire? Hey, moi, me faire dire, moi, je me rappelle, là, le style plot qui me servait de prof en 3e année, là. Elle était là, puis elle me disait, hey, là, voyons, gars, fais ta tapette, esti. Rien qu'une graphine, là, c'est pas grave. Eh, ouais. Ah ouais, c'est elle que je vous disais qui garochait des bureaux, qui récaillait, puis tout. Là. Elle, le tabarnak. Là. Un beau modèle. Ah ouais, puis elle me croise aujourd'hui. Hey, t'es rendu haut, tu vois comment dans la vie? Hey, la dernière fois que je l'ai croisée, j'étais à la station de gaz, j'ai rien dit, j'ai fait un fuck you, une face bien sérieuse, j'ai crissé mon camp. Elle était toute insultante, m'a envoyé un gros message sur Facebook. Je vais chier ma galisse. J'aimerais pas. J'ai comme l'impression que la prochaine rencontre pourrait s'avérer clivante. Avec qui? Pardon? La rencontre avec qui? Avec l'enseignante. Si vous avez l'opportunité de. Je pense qu'elle a compris que. Non, si elle me voit, Chris, ton camp. Non, parle pas, dis rien. Ferme ta gueule, reste dans ton coin. Je pense qu'elle a compris. À voir sa face, là. Elle a fait un gros message d'excuses puis tout, là, mais je ne pense pas qu'elle va essayer de me revoir. Un petit truc de montagne de calice. Ah, vous me faites rire, vous êtes déchaînés. Une truie de montagne. Ah non, écoute, on n'a jamais eu le droit de le dire. Ouais, mais parle pas de même. Ouais, mais c'est ta propre. Ouais, mais c'est parce que t'étais intelligent, voulais que t'ailles loin. Va chier, moi, calice, esti. Il y en a du monde, moi, tabarnak, ils ont été dans d'autres écoles, là, puis ça s'est jamais passé de même. Fuck you, c'était nécessaire, ça, Chris. Qui la défendait? Les autres profs, la directrice, esti, les autres parents. Hey, il y a à peu près personne qui défendait pas ça, voyons non. C'est de même que tout le monde marchait chez eux. Tu penses-tu qu'ils vont empêcher la prof de faire ça à l'école? Pas tout, esti. Exact. Non. Un bon point. Les enseignantes représentent la sous-culture ambiante. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Et c'est vrai aussi souvent pour les médecins. Ils représentent leur sous-culture ambiante dans laquelle ils ont baigné, grandi pendant des années. Ah oui, puis tout le monde le savait là, que chez nous, ça fait ça. Là. Voyons donc, Carlis, moi, ma photo de première communion, là, je l'ai encore. Moi, je la regarde pour rien que pour faire chier mes parents parce que je sais que ça gêne ma mère que j'ai ça. Là. Mais c'est ma photo de première communion, là, j'ai un œil au beurre noir. Oh. Ah, moi, j'aime ça que Nasty garde ça parce que c'est la seule preuve que j'ai qui démontre qu'est-ce qu'elle a fait. Fait que j'aime ça le crisser dans la face. Puis moi, quand j'avais ma chambre chez eux, j'avais aucune crise de décoration. J'avais cette petite photo-là sur le coin. Tu sais, quand tu rentres de la porte, la première affaire, tu vois, c'était le fun. Elle faisait tout le temps exprès de venir dans ma chambre. OK, ma tabarnak. Ah ouais, regarde là, calice. Oui. Vous avez 2 parents criminels. Ah ouais. Je vois les commentaires, mais ça sur Facebook. Je ne mettrai pas ça sur Facebook. S'ils sont encore lisse, de toute façon, le pire qui va arriver, c'est que c'est moi qui va se faire ramasser. C'est ça, exactement. Non, vous êtes sage en même temps, ça me regarde moi, puis j'ai pas le goût d'étendre ça au monde autour, tabarnak. J'étais curieux qu'il y ait 52 000 de personnes qui se mêlent de ma vie, puis que moi, j'ai pas le contrôle là-dessus, puis que moi, je suis pas capable de prendre mes décisions, puis de vivre ce que j'ai à vivre. Que les auditeurs fassent la même chose que j'ai fait ce matin. Qu'ils se taisent et vous écoutent. Ouais, pas grand monde qui va ça dans la vie, mon Dieu. Alors, j'invite les auditeurs à répéter ce que j'ai fait ce matin avec M. Alexis. On l'a écouté. Alexis? Oui. Un de ces 4, rappliqué? Oui. Ouais. C'est magnifique de vous voir cheminer. Merci beaucoup. Merci. Ça fait mal que vous dites ça. Vous me référez la truie de montagne. Ah, il était déchaîné. Aïe. Elle est originale, celle-là. Ça doit faire du bien de se défouler de même, hein? C'est sûr. Pourquoi tu penses qu'il a répliqué ce matin? C'est vrai que je l'avais un peu brossé plus tôt dans la semaine, avant-hier.
Et il a raison. Défendez-vous pour une fois. Je me rappelle d'avoir dit ça. D'ailleurs, je l'ai peut-être même écrit. Je vais le poser à regarder. Julie aussi, ce serait le fun si ça pouvait parler parce que quand Alexis expliquait ça, elle disait « Je suis écœurée qu'on me censure mes mots aussi quand je m'exprime. » C'est marqué Julie 36. Voyez-vous, Fait que les auditeurs, les abonnés, José, on n'a pas le choix dans notre écoute que de prendre les propos qui nous sont partagés. On ne peut pas commencer à dire, ben là, vous savez, à notre tribune, il ne faut pas sacrer, il ne faut pas dire des gros mots, il ne faut pas insulter. Hey! Non. Dans mon bureau, là, ça se passe comme ça. Je m'assois puis j'écoute. Puis je prends des notes, comme je viens de faire. J'ai pris tout. J'ai noté ce que la personne dit. Parce que lorsqu'il y a une suite dans mon bureau, je me relis et ça me permet d'accompagner de plus près la personne. Et si j'ai à lui refléter quelque chose, ce sont ses mots. Et non pas comme les avocats devant les tribunaux qui déforment tes phrases, puis ensuite qui te garochent ça. Alors, régulièrement, je suis un peu tannant avec les avocats en compte d'interrogatoire. Maître, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Ah. Tu sais, ils ont l'art d'enlever ou de mettre 2, 3 mots qui n'ont pas d'affaire là. Faut. Il y en a plusieurs qui commentent là-dessus. La place est libre. Moi, j'aimerais vraiment ça. Puis c'est beaucoup les femmes qui se font censurer par leur père. C'est pas beau, une belle fille qui sacre. C'est pas beau. Hein? Si vous voulez en parler, là. Puis on en a également là, qui viennent de dire que ça vient des shaker, là. Elle dit, c'est venu me chercher en Christ qui vient de dénoncer. Prenez la parole. Ça vient d'où, ça, qu'un homme, ça peut sacrer, mais qu'une femme, ça ne peut pas sacrer? Religion catholique. Hein, qui est la complaisance des femmes face à la religion. La soumission des femmes. L'obéissance. Il y a vraiment un double standard. Il y a vraiment une différence importante. Non, mais pourquoi les hommes réclament que les femmes ne sacrent pas? Parce que c'est les pères, là. Ah, ben oui, les pères. Envers leurs filles, là, c'est pas Non, beau. habituellement, c'est la mère qui commence ça. C'est la bonne femme. C'est une affaire de femme, ça. Les hommes féminisés répètent des comportements féminins. OK, fait que c'est des hommes, mais féminisés. Ben oui, féminisés aux petites filles. Puis avec beaucoup d'amour. C'est comme si les lettres pouvaient sacrer, mais que les belles ne pouvaient pas, là. Hein? C'est que c'est... c'est ça pareil, là. C'est pas beau, une belle femme qui sacre. Regarde. Le scénario est le suivant. Le géniteur est absolument subjugué par la beauté de sa petite de 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et elle commence à sacrer. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elle se met dans une position de pouvoir où elle va pouvoir envoyer chier son géniteur au besoin. Il doit réprimer ça tout de suite s'il veut garder un ascendant sur la princesse. On écrase. On écrase parce que sacrer, c'est une attitude d'empowerment, de prise de pouvoir. Que ça plaise ou pas, mesdames, là, je me maudis de ce que vous pouvez penser. Je sais qu'est-ce que c'est. Alors, c'est une affirmation de soi. Et le père amoureux de sa fillette ne tolérera pas ça. Il la veut subjuguer, il la veut soumise, il la veut admirative. Non, ça commence à sacrer, elle va lui échapper. Elle va l'envoyer paître. Il veut Même pas. chose pour les femmes, les mères qui disent ça à leurs filles. Pour d'autres raisons. Alors là, ce n'est pas à l'intérieur d'une relation amoureuse, c'est une relation, c'est à l'intérieur d'une relation dominant-dominé.
Elle veut la soumission. La même chose, par exemple, la mère, le petit garçon échappe un sac. J'ai déjà été témoin de ça, je l'ai mentionné. Et elle lui met du savon dans la bouche. Ouais. Ah oui, j'ai vu ça. On a entendu Chantal. Chantal, bonjour. On a Ali également par la suite qui a levé la main. Oui. Bonjour, Chantal. Oui, salut. Tu sais, quand Alexis disait que ses grands-parents, ils voyaient faire ses parents qui le battaient lui puis qui réagissaient rien qu'après un certain temps. Oui. C'est vraiment c'est spécial en Christ, là, ça n'a comme pas d'allure. Là, j'ai le cœur qui me débat à gauche. Je sais pourtant que j'ai le droit de parler. Là. Moi, j'ai déjà communiqué avec vous à deux, trois reprises. Puis, pendant longtemps, moi, j'ai pensé que ma mère, c'était une sainte. Puis, je sais que j'étais dans le champ pas rien qu'un peu. Là. En tout cas. En fin de semaine, j'ai écouté une série à la télé. Ça s'appelait J'aimerais qu'on m'efface. Puis, quand j'ai écouté ça, moi, je broyais comme une madeleine. Je lui ai dit, si, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Et dans le fond, c'est carrément ça. C'est comme si... C'est comme si j'avais pas le droit d'exister. J'étais juste là pour travailler, puis prouver à mes géniteurs que j'existais rien que par le travail, comme si j'avais de l'importance quand je travaillais. J'ai pas le feeling d'avoir été battue, mais c'est quasiment pire. Vous avez été exploité. Il y a des mots pour ça. Vous avez été exploité via le travail. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Ben oui. Donnez-nous des exemples. À quel âge, puis qu'est-ce qu'on attendait de vous? Donnez-nous des exemples d'exploitation. Ben moi, en tout cas, j'étais vraiment jeune. Là, on ramassait des petites balles carrées dans le champ. Il fallait rouler les balles et faire un genre de chemin pour que le tracteur passe entre les rangées. Là. Oui. Puis on faisait ça à grande été longue. Là. On n'arrêtait pas, c'était non-stop. Là, Est-ce que vous savez combien de balles il faisait par été? 40 000 balles. Oh, tabarnak. Êtes-vous sérieuse? On remplissait 3-4 gangs. Dans quel coin de la tribu, ça? Dans le coin de la Beauce, là, entre le Bignan et la Beauce. OK. Pas tellement loin de Québec. Et vous aviez quel âge, Chantal, quand vous avez commencé ça? Oh, j'étais jeune en tabarnouche. Moi, j'avais 4-5 ans. Là. Aussitôt qu'on... Ah, je te dis, on était deux sur la balle pour les rouler. Là. Non, ben, nous, le pire, c'est qu'on prenait ça pour un jeu, mais moi, je m'aperçois bien que ça n'avait pas de calice de bon sens. Les voisins, ils venaient, là, puis ils venaient nous donner un coup de main. C'est ça qui donnait l'impression que c'était un jeu, mais c'était pas un jeu, là. Et puis à la fin de notre journée, on mangeait notre boule de crème glacée, puis on était tous heureux de ça, là, c'était le merci. Là, La roche, on l'a ramassée en tabarnak et tout. Puis on n'avait pas de trailer dompeur. On les ramassait, on les mettait dans une voiture, il fallait les repogner et les crisser sur un tas de roches à la main. On faisait tout ça à la main. Là, ça commençait, vous passiez tout l'été, les roches après les semences, et puis après ça, le foin. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, les battages à l'automne, la paille. Moi, je me rappelle, on recommençait à ramasser des balles, à tasser les balles de paille pour que le tracteur et la wagon passent. Oui, puis on n'avait pas de silo à grains, on mettait ça dans une genre de bâtisse. C'était sur le plancher, il fallait ensacher ça dans des sacs. Combien d'enfants, combien de filles, combien de garçons? 11 enfants, 7 filles, 4 gars.
7 filles, quelle catastrophe. Réagissez, Chantal. Imaginez le pauvre père de famille qui se ramasse avec 7 filles, grande terre, beaucoup d'animaux. Il trayait combien de vaches soir et matin? Une trentaine, au moins 30, 40, 30? Une quarantaine, entre 40 et 50. Entre 40 et 50? Ouais. Fait que lui, les enfants, ils voyaient ça comme de la main-d'œuvre. Là. Ben oui, mais c'était des filles! Ah oui, puis il y a eu 4 filles avant d'avoir un gars. Si, bonac, il devait être aux abois, le bonhomme. C'est vraiment pas joujou, en tout cas. Alors là, c'était pas compliqué. C'était 2 filles pour un homme. La bonne femme tolérait ça? Moi, elle m'a déjà dit qu'après le 5e, là, elle essayait de s'en aller, mais le curé l'a dissuadé. Il dit qu'est-ce que vous allez faire avec 4-5 enfants tout seul? Vous avez quel âge, Chantal? Moi, j'ai 50. Eh boy, vous n'êtes pas bout d'âge. Et jusqu'à quel âge que vous avez été exploité physiquement? Vous avez travaillé comme un homme sur la ferme? Oh. À peu près? 18-19 ans, là, ouais. Et dans le temps des menstruations, ça se passait comment pour vous? Ben, quand on vidait des voyages, là, qu'on mettait ça sur une monte-balle pour que ça monte dans le fanny, là, je voyais bien qu'à un moment donné, ça urgeait. Là, je rentrais à la maison, j'allais changer ma serviette, je ressortais au plus créci. Réaction du père quand il vous voyait aller à la maison? Parce qu'oubliez pas, les autres attendaient en haut, là. Là, il n'y avait plus assez de balles dans le monde-balle. Quelle était la réaction? Ben, on était souvent 2-3 à vider le voyage. Ça fait que OK. quand il y en a une qui partait, ça paraissait pas tant. Là. On était tout le temps en vitesse grand V quand on travaillait. Oh, oui, je l'ai dit. José, écoute, je connais le milieu agricole, j'y ai grandi. C'était 2 filles pour un gars. Il manquait de gars, il prenait 2 filles pour remplacer un gars. Les filles ont travaillé en Simonac. Puis votre mère, elle disait rien là, de voir ses filles travailler fort de même. Puis, oui, mais le bacon, combien que ça rapportait par année? As-tu pensé ce que ça représente, 40 vaches soir et matin? C'est tout qui est revenu. Bien, pas assez pour s'acheter de la machinerie, par exemple? C'est de ce que je comprends, Chantal, là? Ben, moi, en tout cas, il y en a une couple là, qui, quand ils ont vu que ça n'avait pas crissement pas d'allure, en plus qu'on travaillait pour clairer l'ouvrage au Picris pour avoir une vie l'été, plus qu'il y louait de terre puis qu'il en rachetait, tu sais. Non, il grossissait. Il a exploité. Il a exploité ses filles comme des esclaves. Et il y a eu de l'esclavage de blancs. Les nègres blancs du Québec, d'Amérique, oui, il y en a eu. Il y a les infirmières, puis il y a eu des femmes sur des fermes. Ben oui. Et vous en êtes un exemple frappant. Seulement 50 ans, José. Moi, ce qui me fait chier, c'est que longtemps, j'ai mis ma mère sur un piédestal. C'est ça qui me fait chier. Et qu'est-ce qui est advenu de la ferme? Ils l'ont vendu. Qui en a hérité? C'est un de mes frères. Il a ramassé la galette? Moi, j'aurais été intéressé à l'avoir, mais ils m'ont tout de suite mis de côté. Ah non, vous êtes une fille. Un demi-homme. Elle est une fille, elle a travaillé toute sa vie quand même, ça c'est correct, mais quand c'est le temps de l'acquérir, là, ça ne marche plus. Ah non. Votre frère a payé combien pour toute l'organisation? Êtes-vous au courant? Aux alentours de 600 000. Dans quelles conditions? Ben, la maison était quasiment finie. Là. Il aurait fallu qu'il achète à terre une rebâtisse une œuvre, mais il l'a gardé puis il l'a rénové petit à petit. Mais dans quelles conditions? Il y a une condition, moi, qui m'a parlé puis qui l'a vraiment fait chier longtemps, c'est que le paternel, là, il retentissait à tout bout de champ. Là. Même s'il était plus chez eux, il avait vendu. Puis il venait se mêler des affaires de mon frère. Là. Et... Oh oui, mais attendez un peu. Le paternel, pas stupide, là. Puis il est envoyé par la bonne femme, par votre mère. Je vous ai demandé dans quel terme, selon quel terme,
votre frère, à votre connaissance, a acquis l'entreprise au coût de 600 000 $? Combien qu'il devait donner par année? Ben, je pense qu'il a emprunté. Il a emprunté, puis il a été wise, mon frère. Il a acquéri des vaches au fil du temps. Puis, Le Snoro! ouais, Êtes-vous sérieuse? ouais, à un moment donné, mon père Il achetait des vaches et il les embarquait dans le troupeau? Oui. Ouais, puis là, Non. la première affaire qu'il a su, mon père, il avait plus une calice de vaches à lui dans la gare. Attendez un peu. Moi, là, je suis mêlée un peu. Là. Puis Doc, vous connaissez ça, moi, je suis pas. Là. C'est quoi la patente, là? Avec le temps, graduellement, à partir de 17-18 ans, il achetait une vache, il en achetait un autre, puis il l'entrait dans le troupeau. Puis c'était à son nom à lui. Et le bonhomme, un peu niaiseux, il était mené par la bonne femme. À un moment donné, il s'est rendu compte que toutes les vaches avaient été acquises par son fils. Fait qu'il ne pouvait pas y vendre. Il appartenait déjà à son fils. Oui, mais là, ça se complique, là. Alors là, ça se complique. Si on connaissait tous les dessous de cette histoire-là, vous tomberiez sur le derrière. Alors, il y a d'autres affaires. Il a essayé de s'acheter une terre, m'amener à une autre place parce qu'il voyait qu'il ne voulait pas démordre pantoute, le bonhomme, là. Parce que là, mon frère il était rendu assez d'un âge avancé. Là, il était écœuré de travailler et pas avoir les dividendes de ça. Ben oui. Il a regardé ailleurs pour s'acheter une autre terre. Là. Mon père, lui, quand il a vu ça, il dit OK, là il s'est réveillé. Là. Ouais, attendez un peu. C'est quand même assez délicat parce que là, il y avait à peu près 80 têtes de bétail qui seraient parties. Ça fait que ça vidait la ferme. Il se ramassait avec le quota puis les bâtiments vides et les terres. Mais il n'y avait plus de vaches, là. Fait qu'il ne pouvait pas vendre à un autre. En tout cas, c'est bon. Votre frère a été rusé. À quel âge avait-il quand finalement il a acquis la ferme? Il est près de la quarantaine? Ben non, pas tant. Il avait peut-être proche de la trentaine. OK, une trentaine. OK, il a été brillant. Mais vous avez tout perdu. Rien eu. Ben, allez, ma nègre blanc d'Amérique. J'ai un de mes frères, un autre frère, lui, qui regardait aller ça, là. Parce que moi, j'avais une job dans l'agriculture. Je suis revenu, moi, quand j'ai entendu parler qu'il voulait vendre, moi, je suis revenu dans les parages. Oui. Puis mon autre frère, il m'a dit, essaye pas, il dit, ça ne donne rien. Il était mieux de retourner ce que tu étais. Oui. Regardez. Non, c'était rendu trop gros parce que votre frère a acquis le troupeau. Et c'est le troupeau qui amène le revenu. Ce n'est pas le quota, c'est le troupeau. Et sans troupeau, à partir d'écouter, puis il vous aurait mis quoi, 200 000 de plus? Ça fait que. Mais Chantal, sachant comment votre père se mêlait tout le temps des affaires de votre frère, c'est quasiment une bonne affaire que. Oui, là, moi, après coup. Alors, il était envoyé par la bonne femme. Quel rôle jouait la bonne femme? Parce que je connais un peu les bonnes femmes dans le milieu agricole. Je connais les hommes puis je connais les femmes. Votre mère, la Sainte, là, elle aimait bien tirer les ficelles. C'est grâce à elle si votre père vous a fait travailler comme un demi-homme. Mais ça, on généralise dans ce domaine-là ou bien ça se peut que c'est pas tout le temps comme ça? Ah non, c'est comme sérieuse, ça. Là. Oui, José, écoute. Parce que vous, il n'y a même pas de demi-mesure. Là. Elle était comme ça, c'est elle qui envoyait votre père. Dans votre tête, c'est voyons. Chantal. Vous en dites quoi, Chantal? Ben, moi, je me suis jamais rendu compte qu'elle tirait les ficelles, mais à quelque part, elle aurait pu mettre son rôle-là à l'ouvrage. Tu sais, elle aurait pu dire... Chantal. Je connais le milieu agricole. Mon père était commerçant d'animaux. Il achetait des animaux par les fermes, par les maisons, sur 4 villages. Fait que, imaginez ça ne veut pas dire que toutes les madames étaient pareilles, là. Oui, mais j'étais là. Ben oui, mais là, vous n'êtes plus là. Vous étiez là dans votre coin, mais ailleurs, vous n'étiez pas là. Ben, j'ai fait 2 coins, le Lac-Saint-Jean et le comté de Portneuf. José, tu t'en sortiras pas. Je te le dis que je connais le milieu. C'est toutes des matrones, puis c'est toutes... ils tirent toutes les ficelles, puis... Tu as déjà vu un habitant qui n'est pas mené par sa femme? Voyons! Ben, je peux pas dire qu'elle menait tant que ça, parce que
À un moment donné, elle m'a déjà conté qu'il était revenu chaud d'une brosse, là. Puis il s'était couché pas loin de la porte, là, sur le tapis, là, puis il s'était endormi là. Puis le livreur de pain, lui, il était venu pour livrer la grosse batch de pain pour faire la semaine, là, en tout cas. Puis mon géniteur était couché là dans son urine, là, puis le livreur de pain. Le livreur de pain, il est passé par-dessus, puis il est allé porter le pain, ce qu'il met de l'habitude. Oh. Mais, tu sais, c'est pour ça que là, c'était un peu. Elle pouvait-tu avoir. Elle pouvait-tu avoir un certain contrôle là-dessus, là, tu sais, Chantal, elle vous a exploité. En tout cas, à 11 enfants, là, quand il était couché à terre dans son urine pendant ce temps-là, elle avait la paix peut-être. Hein? Faut peut-être dire ça aussi. Là. Puis il y a un autre passe et tout. Attendez, il faut rectifier. J'ai de la vérification. Lequel des deux qui aimait le plus se mettre? Votre père ou votre mère? Ben, à l'entendre parler, c'était lui. Pourquoi vous dites à l'entendre parler? Ben, c'est parce qu'elle m'en parle des fois. Là. Est-ce qu'elle s'ennuie d'un bon ramonage de cheminée? Ben, je pense pas, là. C'est parce que à chaque fois que lui, il voulait le faire, il était chaud mort. Ça fait que, ben, il était chaud, mais en même temps, il ne devait pas être en érection certain s'il était chaud, là. Bon! Elle n'était pas bien contente quand il prenait un coup. Il ne bandait plus. Ça fait que. Chantal, vous existez. Hey, si bon, ça me fait tilter, ça, ce bout-là, ce que vous dites, là. Vous faites tilter. Lequel? Ben, le ramonage, là. Je connais le milieu agricole, puis je connais la nature humaine. Ben, dans le fond, elle aurait aimé ça se faire ramoner, mais là, à cause qu'il arrivait chaud, il ne ramonait pas. Ouais. Mais c'est quoi qui vous dérange dans le fait qu'elle aurait aimé ça? Ben, Chris, c'est parce qu'elle l'entend parler. C'est comme si les hommes, c'est tous des macros puis des. Hein? Elle l'entend parler. Ben là, dans le fond, on s'est fait remplir de phrases toutes faites pour nous faire gober des affaires. Ouais. Ouais. Votre sainte avait peut-être un tantinet d'hypocrisie en elle. Est-ce qu'elle est encore vivante? Oui, Quel âge a-t-elle? en haut de 80. De quoi qu'elle a l'air aujourd'hui? Ben, elle est en forme, là. Elle s'est fait opérer les 2 genoux, puis. Non, mais de quoi comme personne? À 80 que de quoi a-t-elle l'air? Je trouve que c'est quand même une bonne personne, moi. Maudite bonne personne. Ben, c'est sûr. Après ce que vous avez raconté, on veut tous une mère comme ça. Ben, en tout cas, l'autre fois, là, je jasais avec ma soeur. On est retombé là comme par hasard chez eux, là, puis on s'est mis à jaser. Puis mon autre soeur, on se gardait à distance pareil, là, à cause du COVID, là. Mais elle écoutait ma mère, puis elle avait tout le temps le petit sourire en coin. Qui? Votre soeur ou la mère? Ma soeur. Votre soeur? Oui. Au moins, elle l'a cerné plus vite que moi. Elle vaut combien, la bonne femme, à 80 quelques années? Elle vaut pas mal de billets. Combien à peu près? Fait que ça va à peine de retentir. Ouais. À part du 100 000 de la vente de la ferme, ils avaient accumulé combien pendant leur vie professionnelle de cultivateur, d'après vous? Ils valent assez facilement 1,5, 1,5 million? J'irai pas jusqu'en haut du million, là. 1,2? Ouais, on négocie 1,2? Mais Doc, juste attention dans l'équation, là. Ils sont 11.
Non, non, il y a quand même un pote, là. Oh oui, c'est pas ça. Ils ne seront pas millionnaires, 111. Oh oui. Puis là, c'est. Oh oui. Là, toi, tu présumes que ça va être partagé à part égal, là. Fais attention. Pensez-vous, Chantal? Oui, ben c'est ce qu'elle a l'air à vouloir faire. Eh, Chantal, il y a un vieux proverbe qui dit quoi? Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le connaissez-vous, celui-là? Oui. Vous attendrez la lecture du testament avant de vous réjouir. Bye, Chantal. Salut. Revenez-nous, c'était Oui, fascinant. oui. Merci, Chantal. L'histoire du Québec en 20 minutes. Le Québec rural. J'aime ça l'entendre, Chantal. On va continuer parce qu'on a plein Et de mains levées. c'est pas fini. Non, j'aime ça. Le Ali. testament. Attends. Oui. Attends. Ali, bonjour. Bonjour, m'entendez-vous? Oui. Oui. Ah, parfait. Écoute, ça fait longtemps que je vais appeler. Là, je suis en télétravail, télé-école. Par où je commence? Hein? On commence toujours par la fin. Hein? Et voilà. Premièrement, merci Doc Mayou. J'ai appelé quand vous étiez au 93 avec José. C'était une journée d'Halloween. Qu'est-ce qui vous fait peur? J'ai dit, j'ai une peur terrible du cancer et d'attraper le cancer. Hein? Mais ma mère est décédée quand j'avais 14 ans. Puis là, évidemment, vous m'avez fait parler de ma mère. Vous m'avez dit, non, elle n'est pas maternante, c'est pas une mère maternante. Bon, ben vous aviez raison, évidemment. Puis là, suite à ça, j'ai fait plusieurs constats. Ah non, je ne veux pas entendre ça, parce que je suis dans mon auto. OK, bon. J'ai fait. Là, on vient de perdre, Ali. OK. OK, là, c'est bon. Allez-y. Non. C'est peut-être le Bluetooth qui est embarqué de quelque chose. Oui, c'est ça. Ah, OK. Là, on vous entend. Bon, c'est bon. OK, excellent. Bon, c'est ça. Fait que j'ai fait plusieurs constats. Dans le fond, j'écoute les émissions, puis je prends des bribes de choses qui me ressemblent et qui ressemblent à mon histoire. Puis, ben, c'est ça. La question de la fin sera... Hey, je suis vraiment stressée, là. À chaque fois, on se fait gauler quand on appelle. Je veux être une mère adéquate pour mes enfants. J'ai pas dit un mot encore. Non, je sais, mais c'est parce que ça nous fait avancer, mais des fois, ça rentre au poste. Oui, allez-y. Allez-y. Bon, la question de la fin, c'est je veux être une mère adéquate pour mes enfants. Une fille de 11 ans, un garçon de 9 ans. Oui. Puis moi, ben, vous allez me dire, raconter. C'est ça, ma mère est décédée quand j'avais 14 ans du cancer. Ça m'a toujours été caché. Je savais qu'elle était malade, qu'elle filait pas, mais je ne savais pas à quel point c'était grave. Fait que la façon que j'ai appris que ma mère avait le cancer, je pense que j'avais 13 ans. Elle est descendue dans le sous-sol me voir, puis elle m'a dit « Comment tu trouves mes cheveux? » Je disais « C'est bizarre, la couleur, j'aime pas vraiment ça. » Fait que là, elle est montée en haut en pleurant. Et mon père est descendu en bas, et il m'a pogné par le bras vraiment très fort, là, il m'a fait mal, le bras gauche. Puis, il m'a dit « T'es rien qu'une petite tabarnak, ça n'a pas de bon sens, t'es une ingrate, ta mère, elle va mourir, elle est malade, elle met sa perruque, tu lui dis que c'est lettre. » Aïe, aïe. C'est comme ça que vous l'avez appris. C'est comme ça que j'ai appris que c'était grave à ce point-là. Tu sais, parce que je savais qu'il se passait quelque chose, mais on ne me disait jamais rien, tout m'était caché. Votre père faisait quoi dans la vie? Il travaillait sur la construction. OK. Travailleur manuel. Votre mère, votre génitrice, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Dans le système juridique, mais pas un poste d'avocate. OK. Une technicienne. OK. Oui, c'est ça. OK. Greffière, quelque chose comme ça. Travailler dans le juridique. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Une personne instruite. Bon. Quand même. Oui. Fait que c'est ça. Mon père aussi, finalement, il pouvait travailler dans les banques quand il était jeune, mais il s'est ramassé sur la construction, je ne sais pas trop pourquoi. Okay. Donc, ça, c'est la façon que j'ai appris. Il y avait une grande gueule et il n'était pas endurable. Exactement. Alors, il s'est ramassé dans la construction. Oui, c'est en plein ça, sans faire, sûrement. Il y avait une grande gueule, il était haïssable, il était, je vais vous parler de lui, là, il était très autoritaire, puis il mettait sur moi un climat de peur. Moi, je suis enfant unique. J'ai toujours eu peur de mon père. J'ai toujours eu ton père arrive. C'est bon, hein? Oui, mais ça vous apprendra à aller être belle aussi. Prochaine fois, là, dans une autre vie, essayez d'être moins belle un peu. Et Caroline, oui. C'est ça. Fait que là, il utilisait la violence verbale, ma petite tabarnak, il me criait fort, il me criait tellement fort dans la face que j'ai le souvenir d'avoir des postillons dans la face. Là. Ouais, c'était débile. Une fois, quand j'étais adolescente, j'ai toujours trouvé un peu, je vais dire niaiseux, mon père. Ce qui fait que souvent, j'essayais d'avoir raison. Pas raison, mais je l'estimais. Puis j'étais une tête de cochon. Puis lui, là, il voulait pas avoir raison. Fait qu'il criait d'en face. Il voulait me brûler avec sa cigarette. Il m'a levé par le capuchon au moins 2 fois. Fait que c'est ça. Ça, c'est violence physique. Puis après ça, ben, quand ma mère est décédée, j'avais 14 ans.
Fait que là, de 14 à 15-16 ans, j'avais pas vraiment de job. Là. J'ai fini par m'en trouver une, mais en attendant, je devais demander je pourrais avoir 5 piastres pour aller à la cafétéria. Tout le monde va manger à la cafétéria. Tabarnak, ah ouais, t'es le ben calice. Il lançait le 5 piastres à la table. Puis c'est ça, des commentaires négatifs. Oui, mais tout le temps vous ne lui accordiez aucune faveur en retour de son 5 Ali. Aucune. Oh, que vous étiez ingrate. C'est Le vrai, faire ça. souffrir à ce point. Oui. Écoute, c'est ça, pour vrai ce que vous dites, là. J'ai aussi un autre exemple, c'est quand j'étais adolescente, il me prêtait sa voiture pour que je puisse aller à l'école. Puis un jour, j'ai eu un accident. Tout le devant de la voiture est arraché, ça a rentré, là, ça a fessé. Fait que là, le remorqueur vient, je fais remorquer la voiture à son garage à lui, puis le garagiste vient me porter chez moi. Fait que là, je suis chez les voisins, puis là, je pleure, je suis stressée, j'ai eu peur pour ma vie, là, j'ai vraiment eu peur. Puis là, je disais à mes voisins, quand il va arriver, le père, il va être en crise, il va être fâché. Puis là, il me disait, ben non, voyons, ça se peut pas. Mais oui, là, il arrive, il dit, il est où le char, tabarnak? Pourquoi tu pleures? Mais j'ai eu un accident. Bon, est-ce tabarnak, encore le char qui est scrap? Là, le voisin te dit, ben voyons, Chris, demande-y si c'est correct. C'est ça, c'est encore le beigne qui va payer. Aïe, aïe. Aïe, aïe, tu sais, il n'a rien à foutre de sa fille. Ali, on va s'arrêter sur le beigne. Oui. Hey, ça, c'est quelque chose qu'il a dit souvent. Qu'est-ce qu'il y a dans le milieu d'un beigne? Un trou vide. Ouais. Il se voyait comme ça, hein? Non. Il vous voyait comme ça. Comme un trou vide. Tabarouette, c'est fin. OK. Ben, mais ça, il l'a dit. Il a envoyé le beigne paye, envoie le beigne fait ça. Est-ce qu'il s'appelait le beigne dans ses conversations avec d'autres personnes ou uniquement avec vous? Uniquement avec moi. José, il la concevait comme un beigne, c'est-à-dire une vulve avec un beau petit trou dans le milieu. Oh. Hey, hein? Aïe, aïe. Hey, c'est pas une belle image. Oui, je pense que, Ali, on va prendre un petit respire avec ça. Oui. Chose sur cet événement-là, le beigne, oui, je comprends le beigne, là. Ouais, vous disiez souvent que les personnes essayent de nous rendre coupables. Ben, cette fois-là, il m'a dit, tu pleures pas pour moi, hein? Il n'y a pas de danger que tu pleures pour moi, hein? Tu pleures pour le char. Mais oui. Ben, voyons donc. T'es ingrate, tu ne me retournes pas, mon amour. Oui. Alors, Ali, on va se quitter sur une petite découverte. La symbolique du beigne. Oui, parfait. Vous deviez être belle, solide, vous. Quand j'étais jeune, oui, absolument. Encore aujourd'hui. Ouf! Parce que pour qu'il vous sorte l'histoire du beigne, là, ouf! Ça a-tu du bon sens, Ali, de torturer un homme comme ça? J'étais pas fine. À bientôt, Ali. Je vais vous culpabiliser. Non, c'est bon. Macérez ça pendant quelques semaines, puis rappelez tranquillement. OK, on va y aller tranquillement parce que les bouchées sont grosses. Vous allez vite? Oui. J'ai de la bouchée dans mon petit carnet, là. Oui, oui. Bye, Ali. Voilà, merci. Quel âge elle a? 25, à peu près 36 ans. C'est une femme de 36 ans. Tu ne l'as pas à ton écran, hein? Ali, si vous voulez l'écrire, votre âge, là. Avec une fille d'11 ans, on lui met 30, 32, 36, 32. Mais des fois, la signification des mots comme ça, là, il y a vraiment des corrélations. Ben voyons. Voyons, le beigne. Quelqu'un qui se trêve de cave, là, c'est quoi, il se voit quand même. Non, ça dépend. Avec plusieurs personnes ou seulement avec une? C'est juste avec elle. Un beigne, c'est rond. Ça a un beau trou dans le milieu. OK. Mais on va changer, oui. C'est peut-être une projection de moi. J'ai vraiment un esprit tordu. Bien, ça, on le sait, mais vous avez quand même de l'expérience aussi. OK. On va changer de registre. On va parler avec Nicolas. Nicolas, bonjour. Oui, salut. Nicolas. Bon, ben, regarde, on va justement, comme tu dis, José, on va changer de sujet. Moi, je vais revenir encore sur mes histoires de complot. J'aime bien ça. Puis,
je pense que c'est quand même assez important parce que, tu sais, au Québec, le monde. Vous avez fermé votre micro? Moi, je le vois à mon écran que votre micro, c'est un complot pour pas que vous parliez. Oh, hey, ça doit être OK, ça. c'est bon, on vous écoute. Ça doit être ça. Bon, Allez-y. moi, c'est ça. Je veux parler des complots parce que je trouve ça quand même important que le monde se souvienne un peu de notre histoire. Parce que, tu sais, on est tous contents sur notre plaque de char. Je me souviens. Mais le monde, ça se souvient pas de grand-chose. Ça n'a pas une longue mémoire, ben. Fait que là, ben, je veux commencer aussi parce que hier, j'ai écouté, hier soir, j'ai pogné le bout de l'extrait là, du coup de gueule du matin sur Facebook. Où ce que, Doc, tu parles de George Floyd. Mhm. Je voudrais préciser, parce que moi, je suis quand même le procès du policier, là, il est en cours actuellement. Puis le rapport de l'autopsie, là, il indique que George Floyd est mort d'une overdose de fentanyl, avec aussi une asphyxiation. Puis il y a le chef de police, ou le lieutenant de police en tout cas, il a témoigné aussi, puis ils ont analysé les vidéos et les images, puis ils ont prouvé que le genou du policier était sur l'épaule de George Floyd et non sur sa nuque. Puis quand on écoute aussi le vidéo de la caméra que le policier porte sur son uniforme, là, qui est le vidéo, je pense qu'il dure à peu près 30 minutes, qui a été publié au complet, on voit clairement que George Floyd, au moment qu'il est dans l'auto de police, il est déjà en difficulté respiratoire, puis il dit déjà qu'il ne peut pas respirer, avant même d'être à terre couché sur le sol. Fait que, tu sais, là, c'est... Moi, personnellement, je pense que le policier va être acquitté. Puis je pense que c'est un peu prévu parce que ça va restarter les émeutes de Black Lives Matter, puis ça va refaire une belle été de Summer of Love, là, comme la maire de je me rappelle plus quelle ville disait, je pense que c'est Chicago, il disait Summer of Love, puis CNN qui disait que c'était des manifestations pacifiques avec tu voyais l'arrière-scène, en arrière du liseur de nouvelles, c'était la ville en feu avec des Nicolas, seulement une parenthèse, puis je vous laisse aller après. Votre histoire de genou sur l'épaule, là, j'ai vu le vidéo 25 fois. Le genou était sur le cou et non pas sur l'épaule. Correct? Oui, alors, oui. Bon, continuez. Moi, je fais juste dire ce qui a été dit au procès. Moi, personnellement, le genou, je ne l'ai pas vu sur l'épaule non plus. Là. Mais c'est ça vous, là, vous pensez qu'ils sont en train de traficoter la vérité pour acquitter le policier et que ça crée d'autres émeutes? Ah ouais, moi, depuis le début que je dis oui, cette affaire-là, c'est arrangé. Alors, c'est sûr que, écoute, ça va mentir à tour de bras. Avec l'autre jeune qui s'est fait tirer de 2-3 jours là, par la policière qui pensait avoir son taser gun. Ça, c'est un peu gênant, ça. Nicolas, hier, notre policière à Longueuil, 4 balles à 3 mètres, elle a raté la cible. J'ai pas vu ça. Quand ça va mal, oui, hier à Longueuil. Rendu là, c'est pour 4 balles à 3 mètres. J'évalue la distance maximum 3 mètres. Dans ce cas-là, c'est peut-être une bonne chose de désarmer certains policiers. C'est ça que j'ai dit un matin. Continuez. Bon, pour revenir à mes histoires de complot sur la science, OK? Faire confiance aux scientifiques. Ouais. Je veux revenir dans les années 40 à Gros-Île. Oui. Es-tu familier un peu avec cette histoire-là? Un petit peu. Les Irlandais, la famine des patates. La maladie des moi, c'est patates après en ça. Irlande. C'est après en 1940. Ça a arrêté d'être une île de quarantaine en 1937, selon ce que j'ai lu. Puis en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Sir Winston Churchill, qui était premier ministre de l'Angleterre, avait très peur des nazis qui commençaient à envahir la France. Fait qu'il a fait une réunion avec Roosevelt, qui était président des États-Unis, puis Mackenzie King, qui était le premier ministre du Canada. Ils ont fait une réunion au Château Frontenac pour élaborer un plan pour battre les nazis, pour empêcher que les nazis prennent plus de territoire. Fait que là, le plan de Winston Churchill, c'était de faire de l'anthrax, qui était un gaz chimique, une arme bactériologique, si on veut, pour tuer les nazis. C'est pas chimique. C'est l'anthrax, c'est le bacille du charbon. Okay, c'est un bacille, c'est un microbe. Oui, c'est ça, je me suis trompé. Je voulais dire une arme bactériologique. Oui, vous avez raison là-dessus. Le bacille de l'anthrax, oui. Un coup, il y avait ça comme idée, puis Winston Churchill ne voulait pas faire ça en Angleterre parce qu'il avait peur que les gaz que ça émettait de produire ça tuent sa population.
Oui, Fait que là, le bacille se répand dans la population, oui. Il y avait l'option de faire ça soit en Australie, qui était un territoire anglais aussi, ou au Québec. Oui. Fait que là, ils ont comme décidé de faire ça au Québec parce que c'était moins risqué vu que le trajet en bateau était moins long pour ramener ça en Angleterre. Mais ils ont décidé de faire ça sans l'accord de Winston Churchill, de Mackenzie King ou encore de Adélard Godbout, qui était premier ministre du Québec. Oui. Ça, c'est le scientifique en question. Ça, j'imagine que tu vas le connaître. C'est Frederick Banting. Non, je ne le connais pas. Tu ne connais pas? C'est lui qui a inventé l'insuline. Il a gagné le prix Nobel pour avoir inventé l'insuline. Oui. Banting? Banting, oui. B-A-N-T-I-N. À Toronto? Ben, je sais que l'insuline a été découverte à Toronto. Ah, ça, je peux pas. Ça, je ne sais pas, mais je sais que c'est un Canadien. Puis lui, avec l'influence qu'il avait, il est allé personnellement en Angleterre, puis il a convaincu lui-même Winston Churchill de venir faire ça au Québec sur Gros-Île, que dans son laboratoire que lui, il avait là. Fait qu'ils ont fait ça. Ils ont commencé par faire un test en Écosse sur une île avec du bétail, puis ça a tué 100% du bétail. Fait que là, il était content, ça marchait. Yes, sir, on va le faire. Fait que là, ils ont fait ça à Québec, à 50 km de Québec, à Gros-Île. Fait que ça montre la considération qu'ils ont envers nous autres, la petite colonie française de colons qu'on s'en fout si les autres, ils meurent avec. Fait que ça, ils ont tout fait ça ici, en secret. Quand après ça, Frederick Banting, il était reparti en avion pour aller en Angleterre, puis là, son avion a craché, puis lui, il est mort. Après ça, ils ont pris l'anthrax, puis ils ont mis ça dans un container avec du formol, puis ils ont enfoui ça dans le Saint-Laurent. Puis encore aujourd'hui, c'est encore dans le Saint-Laurent. Ça n'a jamais été sorti, déclassifié. Il n'y a personne qui en a reparlé. C'est devenu un secret. Puis là, aujourd'hui, ils nous parlent de l'environnement puis la santé. Puis on a 70 milliards de capsules d'anthrax qui sont dans le Saint-Laurent. Attendez un peu, là. C'est que je suis en train de regarder Wikipédia pendant que vous parlez. José, je lis. De 1942 à 1956, l'île de Gros-Île est le lieu d'expériences bactériologiques secrètes des armées canadiennes et américaines. On y fait, entre autres, des expériences sur la maladie du charbon, que nous appelons en sciences anthrax. Alors, je sais que j'ai appris ça, c'est pour vous vous renseigner, vous lisez le voir. Oui, moi j'aime ça lire l'histoire de même parce que c'est ça qui est important parce que quand tu connais ton passé. Maintenant, attendez. L'anthrax produite sur l'île ne fut jamais utilisé au combat. Non, c'est ça. Les sources se contredisent sur ce qu'il advient de l'anthrax suite à la fermeture de la station de Gros-Île. Mais aucune source ne peut affirmer exactement ce qu'ils en font. Mais là, l'armée canadienne est impliquée là-dedans selon Wikipédia. Oui. OK, parce que moi, c'est ça. J'avais vu, il y a un article aussi de la presse qui avait été fait avec un gars, je pense, qui avait fait un genre de mini-film documentaire là-dessus. Là. Je parlais de ça. Puis là, ça serait dans le fleuve Saint-Laurent. En tout cas, ça, à partir de là, c'est là que c'est une théorie du complot. Tout le reste, ça a été prouvé, mais le gouvernement ne s'est jamais excusé. Il n'y a jamais rien qui a été... Mais c'était en temps de guerre. Autre temps, autre mœurs. On ne commencera pas à s'excuser. Écoutez, c'était une guerre mondiale. Bon, il y a eu toutes sortes de moyens contemplés, des armes chimiques, des armes bactériologiques, et ça l'est encore. Bon, la guerre, c'est pas beau. Ah non, ça je l'accorde. Je suis d'accord avec ça. Alors, vous voulez en venir où, cher Nicolas? Ah, ben, que les scientifiques n'ont pas toujours l'intérêt du monde à cœur. C'était juste tout à fait d'accord. Parce que moi, j'en reviens toujours à ça, parce qu'on se le fait dire à tous les jours par des conférences, par Arruda, par Legault, de faire confiance aux scientifiques. Justin Trudeau nous dit que le vaccin qu'on va avoir choisi, qui va être choisi pour Nicolas, les scientifiques nazis, Ben oui, puis les scientifiques nazis... Comme objectif le bien-être de la population et surtout pas des ennemis. Ben ça, c'est une autre histoire, les nazis. Les nazis, ils n'ont pas perdu la guerre. L'Allemagne a perdu la guerre. Mais les nazis, ils ont juste changé de bord parce que tous les scientifiques haut placés, les plus hauts gradés, ils ont tous été engagés par les Américains ou les Russes, puis ils ont été pardonnés de leurs crimes de guerre, changés d'identité. D'où venait M. Brown, le père de la bombe atomique? Ben, des nazis. C'est avec eux autres qui sont allés sur la Lune aussi attendez en un peu. 1939. Brown, c'était un nazi ou un juif allemand? C'était Werner von Braun, c'était un scientifique nazi.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, Nicolas, quel âge avez-vous? C'est exactement ça, je 29 me ans. demandais. 29. 29 ans? Dans quel Ouais. domaine vous œuvrez? Je suis à la construction. Je suis vraiment pas dans Mais, un domaine. mais vous aimez lire, vous informer, documentaires, etc. Ouais. Puis Ouais, vous ben, avez je fais une du bonne chômage mémoire. à l'hiver, fait que j'ai du temps en masse. Puis ça, c'est toutes des Ouais. histoires qui me passionnent parce que justement, le passé, c'est garant du futur parce que c'est Oui, toujours vous le avez même, raison. c'est toujours le même modus operandi qu'ils utilisent. Wow. C'est pareil. Fait que quand tu connais ton passé, tu vois le futur arriver. Puis Ben, ça peut. C'est qu'on peut utiliser l'étude de passé pour établir une extrapolation. Ça ne marche pas à tout coup. Le modèle extrapolaire ne fonctionne pas à tout coup, mais ça arrive qu'il fonctionne. oui, oui. Ben, plus souvent qu'autrement, ça fonctionne dans ces histoires-là, en tout cas. Oui. Parce que écoute, il y en a Hey, tellement. Nicolas, allez, renseignez-vous, de temps en temps, appelez-nous. Ça nous déniaise. J'aime ça, Yes. c'est intéressant. Merci beaucoup. Bye. Salut. C'est incroyable. J'aime ça, entendre des histoires de même. Il est assez bien renseigné, hein? On peut vérifier en temps réel d'autres sources, puis... D'ailleurs, C'est pas votre Frédéric Benting, je te l'ai vérifié, puis effectivement, c'est l'Université de Toronto. Hein. À la gang, lui, il a le nom. Moi, j'avais l'endroit. Ouais. Alors, dans mes études de médecine, effectivement, c'était... l'insuline a été découverte comme traitement pour le diabète à Toronto. Ouais. Bon, ben tantôt, il y avait des gens qui avaient levé la main, qui l'ont abaissé. On aurait le temps pour une dernière personne. Si vous voulez nous parler, je ne vais pas vous nommer, là, parce que si vous ne voulez pas parler, ça vous appartient aussi. Vous avez peut-être également eu un dérangement ou quelque chose. C'est sûr que, juste une petite parenthèse, les avocats, la plupart du temps, sont prêts à mentir comme ça ne se peut pas ou à déformer la réalité qui est survenue, les faits, pour faire acquitter leurs clients. Alors moi, j'ai assisté, ça fait 41 ans que j'assiste à ça. Des déformations, distorsions de faits, d'événements pour amener l'acquittement de leurs clients. Alors, ça fait partie de notre système judiciaire. Et que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi se lèvent et m'haranguent. J'ai été témoin. Alors là, c'est rendu que contrairement à ce qu'on voit, Chauvin avait son genou sur l'épaule. Non, il avait son genou sur le cou. mais là où moi, j'ai ma limite, là, Oui. tu sais, que l'avocat fasse tout pour défendre son client, c'est une chose. Mais que ce soit arrangé avec le gars des vues pour faire en sorte que des émeutes reprennent cet été dans les rues, moi, c'est là que ma petite... Ben, c'est-à-dire, c'est pas... OK. C'est orchestré par qui tout ça, là? Non, attends un peu. Non, c'est récupéré par qui? Alors, si on change de bout de lorgnette, ça prend une toute autre signification. Orchestré, c'est un complot. Oui. Récupéré, c'est un fait. Ouais. Oui, ça va être récupéré, quoi qu'il advienne. Soyez assurés au moins d'une chose. Le résultat final va être récupéré à toutes sortes de fins. Ça, vous pouvez en être assurés. Les récupérateurs, les charognards humains sont légendes dans l'histoire de l'humanité. Puis là, ça sert à qui, là? Est-ce que ça va être... En jase, OK? On va faire du complotisme. Si, admettons, le policier il est acquitté, ça va beaucoup plus servir à la communauté noire que s'il est reconnu coupable. Parce que là, ça va être encore une fois dans les médias, les manifestations, on va refaire le mois du noir, on va refaire les... Fait que s'il est acquitté, ça va plus servir la cause des Noirs que s'il est coupable, je pense. Parce que s'il est coupable, ça arrête là. Tout le monde est content, tout le monde est... Non, tout le monde ne sera pas content. Mais peut-être y aura-t-il moins de mécontents que s'il est acquitté. Alors, c'est une question de proportion.
d'ampleur d'un phénomène. Dépendamment de la décision, de l'issue du procès, En regardant les images, y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il ne sera pas acquitté? Qui ne sera pas coupable? Tout le monde voit les images, tout le monde sait ce qui s'est passé. Fait que tout le monde José, s'attend à ce qu'il soit coupable. Mais s'il est José- acquitté, la révolte dans les rues, là, Roson, acquitté. on ne parle pas du même degré, là. Oui, mais on ne connaît jamais l'issue d'un procès. Bon, c'est sûr, comme Sylvain dit, ça dépend de la sentence. Si la sentence n'est pas assez forte, il peut y avoir une révolte quand même. Je suis d'accord. Est-ce que les Américains pourraient réclamer, les Américains blancs, pourraient réclamer la peine de mort pour un policier assassin, comme Chauvin? Je me suis posé la question. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que l'Amérique blanche, le système de justice américain, est prêt à réclamer la peine de mort? Mais dans cet état-là, la peine de mort, elle est. S'il est reconnu coupable. Lui, j'ai manqué ce bout-là. Là. Lui, là, ça fait-tu partie des options, la peine de mort dans cet état-là? Je ne le sais pas. Je l'ignore. C'est pas dans tous les États, là. Je suis d'accord. OK. On va poursuivre avec Hector. Bonjour, Hector. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Hector. Bon, parfait. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Dans le fond, oui, Doc, je voulais juste vous dire, j'ai déjà vu ça il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, c'est en 2014 ou 2017 que ça a été poursuivi, ce procès-là, aux States. C'était un rétablissement de la peine de mort avec 3 juges pour un serial killer, Nico Jenkins. Fait que j'étais comme... Je me disais, si ça se pourrait dans notre société pour ça, ça serait le fun, là. Je veux dire, il y avait toutes les preuves du contraire qui disaient que ce gars-là, il serait à risque de récidive vraiment élevé si on y accordait une autre chance. Puis on y avait déjà accordé ce gars-là, puis il avait menti en faisant croire qu'il était schizophrène. Puis quand les psychiatres ont fait le suivi, ils regardaient ça, les résultats, puis ça se parlait entre eux, ça disait, voyons, ce gars-là, il n'est pas pantoute malade, il sait très bien ce qu'il fait, Carlis, il n'a juste pas de remords pantoute. Ils ont réussi à le prouver, ils l'ont su, fait qu'après, c'est ça qu'ils ont fait là, dans l'État de Sacramento, où est-ce que c'était un État que la peine de mort était abolie, justement, puis ils l'ont établi pour ce gars-là. En Californie, ça s'était fait? Oui, c'était ça. Alors, ils peuvent rétablir la peine de mort pour un cas précis? Oui. Okay. Je ne suis pas au courant. Je vous écoute, mais je ne suis pas au courant. Ben, je voulais vraiment vous le dire parce que c'était un cas qui m'avait vraiment intéressé, puis j'aurais aimé ça avoir votre avis là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Non. Puis mon avis sur quoi? Le rétablissement de la peine de mort? Ah, ça, je le sais déjà, que vous êtes pour moi aussi, je suppose pour ça. Oui, je suis favorable à la peine de mort dans certains cas, c'est bien évident. Il y a des individus qui sont irrécupérables et dont l'humanité a avantage à se débarrasser, ben oui. Je suis tellement pas capable d'entendre d'autres médecins psychiatres, là, des personnes qui sont des confrères qui devraient vous appuyer sur des faits vérifiables comme ça, là, je veux dire. Il y a effectivement des individus qui naissent mauvais à cause de la génétique. Il y en a d'autres qui peuvent le devenir. Ouais. La criminologie m'a beaucoup intéressé, en partie avec vous. Là, oui, de prétendre que des psychiatres, des psychologues prétendent que tous les individus tous les criminels sont réhabilitables est une position enfantine. C'est pas de la science, c'est enfantin. C'est de la pensée magique. Alors, peu importe la méchanceté dans un individu, et on a le même phénomène chez les animaux. Il y a des chiens, par exemple, donc, que les propriétaires doivent abattre parce qu'ils sont dangereux. Ils sont trop dangereux. Je suis en train de penser, je ne sais pas c'est quoi le plus grand tabou dans notre société. C'est-tu qu'un enfant puisse naître méchant ou qu'une mère puisse ne pas aimer son enfant, par exemple, ne puisse pas être une bonne mère? C'est 2 gros tabous, ça. Depuis je vous écoute, je le sais en esti, c'est quoi les tabous? C'est dire à un parent c'est un mauvais parent, puis prétendre autre chose, là, que la schizophrénie, c'est pas quelque chose qui est aussi coûteux au pays. C'est la plus tabou, c'est elle qui coûte le plus cher. Et qui prend le plus de lits.
c'est la maladie qui occupe le plus de lits au Canada, un. Deuxièmement, c'est la maladie qui a probablement le plus haut coût social. Alors, il y a le coût médical, mais il y a le coût social. Oui. Puis, je suis tellement content que ce soit vous. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de cardiaques. Il n'y a pas beaucoup de cardiaques qui vont trancher la gorge à leur mère en se levant le matin à 6 heures. Non, j'en connais pas non plus. Non, Par contre, des on personnes... connaît des chirurgiens cardiaques, par exemple, des chirurgiens qui sont capables de faire du tort aussi. Là. Mais à cause de qui? Il y avait eu tellement de trucs là-dedans, là, dans cette histoire-là, que le monde n'avait pas su aux médias. À cause qu'eux autres ne voulaient pas divulguer ça. Puis j'ai manqué aussi une émission avec Jean-Luc Mongrain quand il avait reçu Turcotte, justement, à son émission pendant qu'il avait été relâché temporairement avant d'avoir un autre procès. Là. Il y avait des choses qu'il s'était dit là-dedans dans cette entrevue-là. Je pense qu'il disait comment ça se fait que t'es pas. Ben, tu sais, soit à Pinel, si c'est là que tu as besoin d'aller, ou encore pourquoi tu as été en prison alors que. Il me faisait un peu penser, ce cas-là, à un cas de pédophilie de haut niveau. C'est-à-dire, je sais qu'il y a plusieurs niveaux là-dedans. Doc Mayou, vous avez appris aux gens qu'il faut démêler ça parce que ceux qui sont des petits cas, les thérapies de la parole, ça marche, mais les gros cas, non. Ça, je me rappelle très bien. Ça me faisait un peu penser à ça. Quel âge avez-vous, Hector? J'ai 29 ans, puis je vous écoute depuis 2013-2012. Vous m'avez beaucoup aidé à avoir un grand... Ouais. Je m'intéresse beaucoup. C'est vos livres qui m'ont sauvé la vie, Doc Mayou. Oh, ouais. Vos livres pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser. Pendant que j'avais beaucoup de phases malheureuses, passées suicidaires, puis peut-être quasiment faire un meurtre avant. Là. Fait que c'était ça. J'étais comme... Hector, je pense que durant l'été, je vais contempler très sérieusement bonifier, élaborer, rajouter quelques chapitres à ce livre-là Oui. que je vais éditer. Oui. Vraiment, vous allez vous faire de l'argent. Ça n'a pas d'allure, ça a été vendu vite, ça, comme vous l'avez dit avec John. Vous savez, j'aime l'argent, mais pas suffisamment pour devenir vraiment riche. Mais j'aime l'argent, oui. J'aime ce que je fais. Mais là, vous me donnez une motivation autre que l'argent. Ah. Jamais personne sauver ne la dit vie, ça. Et avec l'inceste psychologique à rentrer là-dedans comme nouveauté. Là. Oui. Il y a quelques chapitres. J'ai considéré Dr Mayou comme Freud numéro 2. Là. Doc Mayou a apporté qu'est-ce que Freud n'avait pas dit sur les problèmes oedipiens par rapport à l'effet que ça a aux parents de sexe opposé. Ouais. Ça, j'en suis particulièrement fier, Hector. Parce que Freud s'est arrêté à l'attachement ou la fascination de l'enfant envers son parent de sexe opposé. Mais il n'a jamais, à ma connaissance, mentionné un traître mot sur la réaction ou l'attrait du parent envers son enfant de sexe opposé. Il s'est tué dangereusement sur ce point. On va se quitter là-dessus, Hector. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Là, José, Simonac. Oui, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Je suis un peu pogné. Ça va avoir pris Hector. Mais là, Hector, il va être dur à oublier. Ouais. Hector, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, là, moi, j'aimerais ça, la connaître, cette histoire-là. Tu sais, il était rendu à penser au meurtre avant le suicide. Là. Puis le livre, il a sauvé la vie. C'est pas rien là, comme affirmation. Pourtant, je n'ai jamais cru que ce livre-là était particulièrement illuminant. Tu sais, de dire dans un petit livre que, vous savez, ce qui est important pour l'enfant, c'est l'affection qu'il reçoit, l'attention d'un parent, d'une mère, et que l'on s'intéresse à son développement. J'ai eu de la misère à faire un livre parce qu'il y a peu de matière. Un enfant, puis dépendamment du groupe d'âge. Alors, les marques d'affection
se transforme d'un groupe d'âge à l'autre. Être attentif à un petit bambin de 2 ans et demi, puis être attentif à une jeune fille, à une fillette de 9 ans, pas tout à fait la même chose, là. Mais en plus, Doc, là, c'est que c'est toute une nouvelle génération qui sont en train de devenir parents. Puis vos livres ne sont plus disponibles à nulle part. Fait que c'est pour ça que ça serait un beau projet. Tu sais, On va pour la se quitter. castration volontaire des pédophiles, je ne sais pas si ça vaut la peine d'être réédité. Peut-être. Je ne sais pas. OK, on va réfléchir. Oui, oui. On va réfléchir. Mais moi, je pense qu'en premier lieu, celui-là, celui qu'Hector Oui. parlait, ça serait en priorité, si je peux me Oui, faire la suggestion. Puis Hector, en passant, est très bonne la joke. Il dit oui, je vais essayer de rappeler vendredi. On n'a pas d'émission le vendredi. Alors, bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois. Et demain, dernière émission de la semaine. Bye. Oui.